Bienvenue donc à cette session de travail du BMR qui porte sur le protocole de recherche de thèse ou de mémoire. Et comme nous l'avons intitulé là, le protocole de A à Z, ou voilà, un concept qui veut dire du début à la fin. Et le sous-titre de cette session, c'est comprendre les différentes parties et le contenu du protocole de recherche. Et c'est une session qui est essentiellement cadrée, essentiellement structurée pour ceux qui font un travail de thèse ou de mémoire dans le domaine de la santé. Mais les méthodes que nous allons voir ce soir, le contenu, sont applicables aussi bien à ceux qui sont du domaine de la santé que ceux qui sont en dehors. Voilà, donc c'est vraiment une présentation globale du contenu d'un protocole de recherche. Je suis docteur Guy Wafeu, tel que vous pouvez voir sur l'écran là. Je suis médecin, statisticien aussi, et je fais également la santé publique. Et je suis coordonnateur du groupe BMR pour Building Medical Research in Africa, dont l'objectif est de promouvoir la recherche de qualité, surtout auprès des apprenants, voilà, étudiants et autres types d'apprenants. Pour ce soir, donc, le but, c'est que chaque personne qui suit ce cours, qui suit cette session, puisse avoir une maîtrise parfaite. Et je pèse bien ce mot, une maîtrise parfaite, telle que vous pouvez voir ici, de ce qui est attendu dans un protocole de thèse ou de mémoire. Lors de la dernière session, qui est déjà disponible sur notre page YouTube également, nous avons vu 10 points clés pour réussir sa thèse ou son mémoire. Et là, nous avons donc vu globalement quelles sont les grandes étapes, les grandes lignes par lesquelles il faut passer, les pièges qu'il faut éviter, les choses sur lesquelles il faut anticiper. Et pour ce soir, on va donc se focaliser précisément sur le protocole de recherche pour voir donc quel est son contenu, quelles sont les parties qu'on a dans le protocole, qu'est-ce qu'on attend dans chacune de ces différentes parties, où est-ce qu'on trouve l'information pour renseigner chacune de ces parties du protocole. Voilà, donc c'est ça le but de cette session. Et d'entrée de jeu, donc, il faut comprendre c'est quoi un protocole de recherche. Voilà, c'est quoi un protocole de thèse? Simplement, c'est un document qui est rédigé par l'investigateur, donc qui en général, pour notre cas d'espèce, est l'apprenant, est l'étudiant. C'est lui qui a la charge de rédiger ce document-là. Petite précision, ce n'est pas l'encadreur qui rédige, ce n'est pas un cabinet de consultation comme le BMR qui le rédige, ce n'est pas un aîné ou qui d'autre que ce soit, mais c'est l'investigateur principal ou encore l'étudiant lui-même qui doit rédiger son protocole de recherche. À quoi ça sert le protocole? La petite anecdote ici peut-être, c'est que lorsque je faisais la thèse de médecine, lorsque j'ai entendu pour la première fois le mot protocole, j'étais complètement largué. Je ne savais pas à quoi ça renvoyait. À ce moment, les seules fois où j'avais entendu le mot protocole, c'est lorsqu'on parlait des protocoles de traitement, comme protocole de traitement du paludisme chez l'enfant, etc. Et donc, lorsqu'on a dit protocole de recherche, voilà, il faut rédiger. I was just like, je ne savais pas de quoi on parlait là. Je ne m'imaginais pas en train de faire un protocole de traitement. Et donc, souvent, on est vraiment perdu, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on le fait. Donc, le protocole, c'est ce document qui va vous permettre, premièrement, de justifier pourquoi le travail de recherche est fait. Et ça, on l'a vu lors de la dernière session déjà, comment on fait pour réussir sa thèse. L'un des premiers critères, c'était de se rassurer qu'on fait un travail qui soit pertinent. Et donc, dans le protocole de recherche, ce sera le lieu de justifier pourquoi est-ce que vous êtes en train de mener ce travail de recherche. Ce sera précisément le but de l'introduction, comme on va le voir dans la suite de cette session. Celui qui lit votre protocole doit à la fin comprendre clairement qu'est-ce qui vous a amené à faire ce travail, pourquoi est-ce que vous êtes en train de le faire, quel est le but
que vous visez en faisant ce travail de recherche que vous êtes en train de faire. De manière à ce que si quelqu'un vous demande, par exemple, à quoi ça va servir l'étude que vous faites, normalement, la réponse devrait couler de source, comme on dit souvent, parce que vous avez déjà précisé cela dans le protocole de recherche. Le deuxième objectif pour lequel on fait le protocole, c'est justement de pouvoir préciser ces objectifs de recherche tels que c'est mentionné là. On doit retrouver dans votre protocole qu'est-ce qui vous amène à faire ce travail. On reverra dans la suite, donc, qu'est-ce qu'il y a dans les objectifs. Le protocole aussi, c'est pour décrire le plan qui sera suivi pour la mise en œuvre du projet sur le terrain. Donc, c'est dans le protocole que vous allez dire globalement, OK, par rapport à ce problème, par rapport à cette question de recherche, voici comment je vais procéder, voici les étapes par lesquelles je vais passer pour arriver finalement à répondre à ma question de recherche. Le protocole va aussi renseigner sur les détails de la mise en œuvre de votre projet de recherche. Donc, en allant précisément sur, par exemple, le lieu où vous allez faire l'étude, la population que vous allez étudier, le nombre de personnes que vous allez inclure, vraiment les éléments détaillés de la mise en œuvre. Également, un des objectifs majeurs du protocole, c'est de démontrer la valeur éthique du travail de recherche que vous faites. Ça, c'est un élément important sur lequel je vais revenir dans la suite. Justement, on n'a pas souvent ça à l'esprit, mais en réalité, l'une des raisons pour lesquelles le protocole est souvent exigé, c'est que on veut se rassurer que le travail que vous faites répond aux principes de l'éthique de la recherche. Et pour arriver donc à vérifier cela, c'est à travers ce que vous décrivez dans le protocole de recherche, notamment comment vous allez procéder pour faire l'étude. C'est à travers cela donc qu'on va évaluer si votre travail est éthiquement valide. Donc, globalement, l'idée, c'est de comprendre que lorsqu'on dit je rédige un protocole de recherche, je suis en fait en train de rédiger un document qui souvent va avoir quelques dizaines de pages, 30 pages, 40, 50, voire 60 pages par là, et dans lequel je vais donc préciser les informations qui vont permettre d'atteindre ces buts que nous avons mentionnés là. C'est ça un protocole de recherche. Pourquoi est-ce qu'on fait un protocole? À quoi ça sert concrètement? Le protocole apparaît en fait comme une sorte de feuille de route, comme on peut le voir sur l'image là, qui va vous conduire pendant tout le processus de la recherche. Pendant toutes les étapes que vous aurez à suivre, c'est le protocole qui va vous aider donc à savoir, je commence ici, je fais telle chose ensuite, je fais telle autre ensuite, ainsi de suite, jusqu'à la fin de votre processus de recherche. C'est pour ça que c'est comme une feuille de route. Et l'erreur ici que je vois souvent beaucoup d'étudiants surtout faire, c'est de penser que le protocole, c'est surtout pour l'enseignant, ou le protocole, c'est surtout pour déposer à la fac, ou le protocole, c'est surtout pour déposer au comité d'éthique. Eh bien, non. La première raison pour laquelle vous faites un protocole de recherche, c'est pour évaluer si votre étude est faisable. C'est pour évaluer la faisabilité de votre travail. Ça veut dire que même s'il n'y avait aucune évaluation externe, ni de l'école, ni des encadreurs, ainsi de suite, le protocole de recherche aurait toujours sa valeur parce que c'est lorsque vous avez fini de rédiger ou pendant que vous rédigez que vous pourrez évaluer tous les éléments qui rentrent dans l'évaluation de la faisabilité. On en a un peu parlé la dernière fois et on a d'autres vidéos sur notre page YouTube qui rentrent plus en détail sur est-ce que cette étude que je veux mener est faisable ou pas. Donc, c'est ça le premier élément. La deuxième chose, toujours dans l'intérêt de l'étudiant ou de l'investigateur qui fait l'étude, c'est de pouvoir suivre la mise en œuvre de votre travail de recherche pendant que vous êtes en train de le faire. Ça veut dire quoi concrètement? C'est dans le protocole que vous allez pouvoir définir le nombre de personnes que vous aurez à inclure. Parce qu'il y a une partie, on le verra dans la suite, sur le calcul de la taille de l'échantillon. Et donc, si vous n'avez pas de protocole, si vous n'avez pas défini ça à l'avance, pendant que vous progressez, vous ne pourrez pas savoir si vous êtes en train d'aller à la bonne vitesse ou alors si vous êtes en train de prendre du retard, en fait.
Le protocole également va permettre de définir un chronogramme en disant, OK, telle chose va à tel moment, telle autre à tel moment, telle autre à tel moment, ainsi de suite. Et c'est grâce à cela que vous pourrez suivre la mise en œuvre. C'est dans le protocole que vous allez définir quel est le lieu de votre étude. C'est dans tel hôpital, c'est dans tel village, ainsi de suite. Quels sont les critères selon lesquels les personnes doivent entrer dans votre étude? Et si vous n'avez pas ces critères, vous aurez du mal en étant sur le terrain à pouvoir faire entrer les bonnes personnes, à pouvoir inclure ceux qui répondent véritablement à votre question de recherche. Donc, c'est d'abord dans l'intérêt de l'apprenant même. C'est un peu comme s'asseoir pour évaluer, pour réfléchir à qu'est-ce que je veux faire, comment je vais le faire. Et pour citer peut-être la Bible, comme la Bible dit, pour bâtir une maison, il faut s'asseoir, il faut évaluer quelles sont les ressources dont j'ai besoin avant de pouvoir s'engager. Parce que sinon, chemin faisant, je peux me retrouver avec un chantier abandonné et c'est bien le cas, c'est très souvent arrivé des étudiants qui commencent, peut-être n'ayant pas bien fait leur protocole de recherche et qui, en cours de route, se rendent compte que je ne peux pas mettre en œuvre cette étude et souvent, c'est juste dommage, quoi. On ne peut plus rien faire à ce moment-là. Donc, le protocole, c'est d'abord dans l'intérêt de celui qui fait la recherche, c'est pour lui permettre d'assurer donc la mise en œuvre de ce travail. Également, dans l'intérêt de l'apprenant toujours, c'est pour avoir des autorisations. Si vous voulez demander l'autorisation de recherche dans un hôpital, par exemple, l'une des seules pièces qu'on va vous demander, c'est quel est le protocole de recherche. Donnez-nous une copie du protocole qu'on puisse lire pour comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de faire. C'est également pour avoir des financements pour les travaux de recherche. Et ça, dans mon activité quotidienne, puisque je suis chercheur, c'est ce que je fais, rédiger des protocoles pour rechercher des financements. Et sans protocole de recherche, en fait, personne ne vous donnera du crédit, personne ne vous donnera de l'argent pour faire ce travail-là. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette connaissance, d'avoir cette maîtrise du protocole de recherche. C'est également pour que les autres puissent évaluer la pertinence de votre travail. Parce que justement, on veut éviter le fait que on doit se baser simplement sur votre bonne foi. Non, il faut qu'il y ait une base concrète sur laquelle, lorsque vous allez vous adresser à un hôpital, à un comité d'éthique, à un aîné, à une personne quelconque, il faut qu'il y ait une base sur laquelle on peut lire pour comprendre ce que vous faites et pour évaluer si c'est pertinent ou si ce n'est pas le cas. L'autre raison, donc, c'est pour évaluer la valeur éthique de votre travail, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que le document que le comité d'éthique va vous demander, c'est le protocole de recherche qui doit contenir donc tous les éléments permettant d'évaluer la valeur éthique. Et on va bien voir dans la suite quels sont les éléments qui entrent dans le protocole, comment est-ce qu'on les ficelle pour arriver à atteindre tous ces objectifs. Et enfin, c'est également pour qu'on puisse vérifier le contenu du travail que vous êtes en train de faire, qu'on puisse vérifier les sources que vous avez utilisées pour ficeler votre travail de recherche, parce que c'est dans le protocole qu'on va retrouver ces différents éléments-là. Très bien. Maintenant, entrons donc de plein pied dans le contenu du protocole. Là, ce sont les principales sections qu'on va souvent retrouver. Et je précise ici que cette structuration peut varier d'une université à l'autre. Et même lorsqu'on parle de financement de la recherche, d'un bailleur de fonds à l'autre, l'organisation du protocole peut être complètement différente, surtout dans la position des sections. Mais ce qui est sûr en général, ce sont ces éléments que vous allez retrouver comme éléments clés dans un protocole de recherche. L'ordre peut varier un peu, mais ça, ce sont les principaux points qu'on aura dans un protocole de recherche. Regardons point par point les éléments qu'on retrouve dans un protocole. Premièrement, l'introduction. Et il y a cette citation que j'aime bien qui dit « On n'a jamais une deuxième chance de faire une première impression. » Ou encore, on n'a jamais une deuxième occasion de donner la première impression. L'introduction est en fait comme la porte d'entrée dans votre protocole de recherche. Si on garde à l'esprit à quoi ça sert un protocole tel qu'on a eu à le voir, celui qui va recevoir votre document pour comprendre, par exemple, la pertinence de ce que vous faites, en général, va commencer par l'introduction. Et c'est dans l'introduction, donc, qu'on va retrouver quels sont
Bon, on reviendra sur la suite, mais l'idée, c'est de dire c'est l'introduction qui est véritablement votre porte d'entrée, qui est la première impression qu'on a de votre travail de recherche. C'est par l'introduction qu'on va avoir comme une première odeur, comme un avant-goût de ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est la porte d'entrée. Et c'est pour ça qu'il faut attacher un prix particulier à la rédaction de votre introduction. Parce que si quelqu'un lit l'introduction et que la qualité est moyenne, voire médiocre, honnêtement, on a déjà une mauvaise idée de votre travail de recherche, globalement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et prendre la peine de bien travailler, de bien rédiger son introduction pour la thèse. Qu'est-ce qui rentre donc dans l'introduction? Comme je l'ai dit, c'est pour donner envie de lire la suite. C'est ça que l'introduction c'est. On va avoir 3 sections principales qui sont utilisées donc pour montrer que voilà, c'est un travail qui est pertinent. Ça, vous pouvez lire la suite, vous pouvez continuer de voir la suite. L'introduction en général aura 3 sections. Premier point, ça permet de situer la recherche dans son environnement ou dans son contexte. L'introduction en général va vous aider à montrer à la personne qui vous lit que la question à laquelle vous vous intéressez mérite qu'on s'y intéresse parce que l'environnement dans lequel vous le faites, c'est un environnement où cette question, ce problème est important. Vous allez souvent voir dans l'introduction, ou ce que vous allez faire dans l'introduction en général pour cette partie du contexte, c'est de donner les indicateurs qui montrent que la question à laquelle vous vous intéressez est une question importante, est une question qui touche, par exemple, beaucoup de personnes, ou une question qui a un taux de mortalité élevé, ou une question qui coûte extrêmement cher dans la prise en charge, etc. Donc, c'est vraiment le lieu de montrer que l'environnement, le contexte dans lequel je fais ce travail, c'est un contexte où c'est un travail qui est important. Le point suivant dans l'introduction sera d'expliquer pourquoi je fais ce que je veux faire, pourquoi je fais ce travail de recherche. Et c'est là qu'on va retrouver ce qu'on appelle donc le problème de recherche. Le problème de recherche. Le problème de recherche ici, en fait, beaucoup de personnes confondent ça avec la question de recherche. Non, ce n'est pas juste la question, parce que la question, c'est une phrase. Quelle est telle chose, quelles sont, ainsi de suite. Mais le problème de recherche, c'est une explication. C'est tout un paragraphe qui vous permet d'amener la personne qui vous lit à réaliser que, tiens, celui qui est en train de redire ça, celui qui fait ce travail, a vraiment identifié une niche, a vraiment identifié un problème qui ne peut être résolu que par la collecte et l'analyse statistique des données. Et à ce sujet, nous avons également, comme je l'ai dit sur notre page YouTube, une vidéo qui explique bien la notion du problème de recherche et comment est-ce qu'on intègre cela dans l'introduction du protocole. Enfin, l'introduction va nous permettre d'expliquer à quoi va servir le résultat final qu'on va obtenir. Au finish, l'étude que vous faites, ça va servir à quoi? Et c'est ce qu'on va donc souvent appeler ici l'intérêt de l'étude. Voilà, l'intérêt de l'étude. Quel est le but final? Une fois qu'on aura fait tout ceci, à quoi est-ce que ça va servir? Et vous conviendrez avec moi que si je vous explique dans une introduction tous ces éléments, normalement, vous devriez avoir envie de lire la suite. Vous devriez comprendre, tiens, ça doit être un truc intéressant. Ça mérite vraiment qu'on puisse faire ce travail. Et c'est à ça que l'introduction sert. C'est ce à quoi vous devez aspirer, que lorsque j'ai fini mon introduction, qu'on ait compris dans quel environnement je fais ce que je fais, qu'est-ce qui me motive à faire ce que j'ai envie de faire, et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire du résultat final que j'aurai obtenu. C'est à ça que c'est une introduction. Après l'introduction, donc, nous avons les objectifs qui vont permettre d'indiquer clairement ce qu'on veut réaliser. C'est-à-dire, les objectifs vont nous amener à comprendre de manière précise quel est le résultat qu'on veut obtenir. Et ici, on va distinguer l'objectif général qui décrit le résultat global, qui en général est fait avec des verbes très vagues, très grands, comme le verbe étudier, comme le verbe évaluer, pardon, qui va nous permettre donc d'adresser l'objectif ou le résultat global qu'on veut obtenir. Ensuite, on a les objectifs spécifiques qui très souvent renseignent sur les résultats intermédiaires qu'on veut
obtenir et qui vont contribuer à atteindre l'objectif général de l'étude. Donc, les objectifs spécifiques, en fait, c'est un peu comme les sous-parties ou les différents points par lesquels je dois passer pour atteindre l'objectif général qui est, lui, le résultat global que je veux obtenir. Un exemple ici pour illustrer ce que je suis en train de dire. Je peux faire un travail de recherche dont l'objectif général est d'étudier le pronostic vital des patients ayant un accident vasculaire cérébral. Étudier le pronostic vital, ça c'est le résultat global en fait. Ce que je veux atteindre en fin de compte, c'est rendre compte d'une étude du pronostic vital des patients ayant un accident vasculaire cérébral. Il est clair que dans le concept d'étudier le pronostic, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer. Par exemple, il faudra que je décrive les caractéristiques des patients que j'ai vus, leur âge, le sexe, la profession, le type d'AVC, ainsi de suite. Il faudra, par exemple, que je détermine la survie après un accident vasculaire cérébral. Donc, que je fasse, par exemple, une courbe de suivi de Kaplan-Meier, je donne le taux de mortalité, ainsi de suite. Il faudra que je recherche les caractéristiques cliniques qui sont associées au pronostic. Donc, est-ce que l'âge influence le pronostic? Est-ce que le sexe influence la suivi, ainsi de suite? Et ce seront là, en fait, mes objectifs spécifiques qui vont me permettre à la fin donc d'atteindre mon résultat global qui est l'étude du pronostic des patients ayant un accident vasculaire cérébral. C'est ça qui rentre donc dans les objectifs de recherche. Et il faut noter que les objectifs constituent en fait le squelette de votre travail de recherche. Squelette dans le sens où, en général, les autres sections, les autres parties de votre travail vont dépendre de l'objectif ou des objectifs que vous avez fixés. Quand vous allez faire la revue de littérature, souvent, ça va être orienté par les objectifs, surtout la partie, on va voir tout à l'heure, qu'on appelle l'état de la question. Très souvent, c'est en fonction de vos objectifs que vous allez rédiger l'état de la question. Quand vous allez présenter plus tard les résultats de votre travail de recherche, on vous dira, c'est en fonction des objectifs spécifiques que vous allez définir les sections de la partie résultats. Quand vous allez choisir la méthodologie de votre travail, c'est en fonction de vos objectifs spécifiques qu'on saura quel type d'étude convient, quelle population il faut étudier, la taille de l'échantillon, etc. Même quand vous allez faire votre questionnaire, on le verra dans la suite aussi, c'est en fonction de vos objectifs spécifiques que vous identifiez quelles sont les variables que vous allez collecter. Et tout ceci, c'est pour montrer justement que les objectifs, c'est comme la fondation sur laquelle toutes les autres parties du protocole vont être construites. Et c'est pour ça qu'il faut prêter une attention particulière à la façon de rédiger vos objectifs spécifiques. Ben, parce que vous pouvez vous retrouver complètement à gauche, complètement hors ligne, simplement parce que vos objectifs ont été mal formulés, ont été mal choisis et tout le reste finalement est mal construit. Et là, encore une fois, nous avons une vidéo sur notre page YouTube qui revient encore plus en détail sur concrètement comment est-ce qu'on procède pour ressortir, pour définir les objectifs dans son protocole de recherche. La partie suivante, après les objectifs, c'est la revue de littérature. Dans cette partie, donc, le but, c'est de, de rappeler les connaissances. C'est pour ça qu'on parle d'une revue de littérature. Vous allez revoir ce qui a déjà été publié, revoir ce qui existe déjà dans les bouquins pour rappeler les connaissances. Et le but de la revue de littérature, pourquoi est-ce qu'on fait une revue de littérature? C'est premièrement pour permettre à ceux qui vont vous lire de comprendre le problème qui est posé, de comprendre le problème que vous avez posé dans l'introduction. Parfois, si je vous parle, par exemple, des facteurs cognitifs des accidents vasculaires cérébraux, il est possible que si vous n'êtes pas du domaine médical, par exemple, que vous ne compreniez pas bien c'est quoi un accident vasculaire cérébral. Et donc, même quand je vais vous poser mon problème de recherche, vous aurez du mal à capter l'information que je suis en train de vouloir vous transmettre. Et c'est pour ça que c'est important donc de pouvoir rappeler les connaissances qui vont être utiles pour qu'on puisse comprendre le problème que vous êtes en train de poser. Également, la revue de littérature, c'est pour comprendre la question de recherche.
qui, je l'ai dit tout à l'heure, est différente du problème de recherche. La question de recherche, dans mon cas, ce sera de dire, par exemple, quels sont les facteurs pronostiques des accidents vasculaires cérébraux, peut-être à moyen terme. Si quelqu'un veut comprendre ma question de recherche, ça sous-entend qu'il doit savoir c'est quoi un facteur pronostique, il doit savoir c'est quoi un accident vasculaire cérébral. Et pour cela, il faut que dans ma revue de littérature, que je puisse donner suffisamment d'éléments pour permettre de comprendre cela. Également, ça va me permettre de comprendre la méthodologie qui est utilisée. Et dans la méthodologie ici, je vais inclure les questionnaires que vous allez utiliser s'il y a des questionnaires standardisés, le type d'études que vous allez choisir, la population que vous allez recruter, vos critères d'inclusion, etc. C'est à travers la revue de littérature qu'on va réaliser, qu'on va comprendre tous ces éléments-là. Aussi, ça va permettre plus tard, quand vous aurez vos résultats, de comprendre les résultats qui sont présentés. Et c'est pour ça qu'on va le voir dans la suite, dans la revue de littérature. Il y aura une section qui va parler de l'état de la question, qui va parler de qu'est-ce qui est déjà connu, qu'est-ce qui est déjà fait sur cette question, sur ce sujet que vous êtes en train d'étudier. Voilà, et c'est ça dont l'autre but. Revue de littérature, c'est de montrer, de savoir ce qui est déjà connu sur la question que vous êtes en train d'étudier. Globalement, pour résumer tout ceci, ce qu'on va dire, c'est que la revue de littérature va permettre à ceux qui ne sont pas de votre domaine ou qui ne sont pas de votre spécialité, ça va leur permettre de pouvoir profiter du travail, de pouvoir être à l'aise avec votre travail de recherche. C'est à ça que la revue de littérature sert. Et c'est pour ça qu'on va souvent, globalement, retrouver deux sections. Comme je l'ai dit au début de cette présentation, ça peut varier selon les universités, selon les facultés, selon même les encadreurs parfois, mais on va retrouver globalement une partie qui parle du rappel des connaissances, surtout les notions de sciences fondamentales, anatomie, histologie, physiologie, de sciences cliniques, notamment les signes fonctionnels, les signes physiques, etc. Et une autre partie qui va revenir sur le rappel de ce qui est déjà connu sur le sujet. Et ça va être donc, qu'est-ce que les autres ont trouvé comme réponse à la question de recherche que vous posez? Si je dis par exemple, quels sont les facteurs pronostiques des accidents vasculaires cérébraux? Ben, dans ma revue de littérature, je dois pouvoir renseigner qu'est-ce que ceux qui ont déjà travaillé sur cette question ont trouvé comme facteur pronostic pour les accidents vasculaires cérébraux. Et c'est pour ça que je dis, ça va donc permettre à ceux qui ne sont pas du domaine de bien comprendre ce que vous êtes en train de faire, dans quel contexte vous travaillez, qu'est-ce qui existe déjà sur cette question et d'avoir donc plus de clarté là-dessus. Et là, encore une fois, on a toute une vidéo, je crois, d'1 heure ou un peu plus, qui revient en détail sur comment est-ce qu'on structure, comment est-ce qu'on ficelle une revue de littérature pour un travail de thèse ou de mémoire. La section qui suit la revue de littérature, donc, c'est la méthodologie, qui ici est un peu comme on dit souvent couramment, le cœur du ballot. Voilà, c'est la partie la plus technique et je dirais même la plus fondamentale dans votre travail parce que c'est pratiquement là, comme on peut voir sur l'image ici, c'est pratiquement là que toute l'ingénierie de votre étude se ficelle, que tous les détails pratiques, que les détails concrets se ficellent, c'est dans la méthodologie. Et c'est pour ça qu'elle va pouvoir donc décrire de manière détaillée. Et là, j'insiste vraiment sur le mot détaillé. Et ce que je suggère très souvent aux étudiants, c'est ne vous demandez pas si vous mettez trop de détails ou pas, parce que très souvent, il n'y en a pas assez. Donc, si vous avez des informations qui permettent de mieux comprendre ce que vous dites, n'hésitez pas à renseigner ces autres informations qui vont donner davantage de détails. Donc, ça permet de détailler comment est-ce que la recherche va être menée. Et parmi les sections qu'on va retrouver dans la méthodologie, je vais en citer quelques-unes là, en donnant brièvement à quoi ça renvoie. On va retrouver le type d'étude qui renvoie un peu comme on dit en anglais, le design de ce que vous allez faire ou le schéma global de l'étude qui va être menée. Comment est-ce que vous avez pensé, comment est-ce que vous avez organisé votre collecte des données, la population d'études, pour pouvoir répondre à la question de recherche, en fait. Et très souvent, on a un ensemble de types d'études qui sont déjà connus, par exemple, études transversales, études de cohorte, études cas témoins, ainsi de suite. Et ça, c'est directement rattaché à vos objectifs spécifiques, comme j'ai dit précédemment.
Normalement, quand vous me donnez votre objectif de recherche, je peux vous garantir que je vous cite 2 ou 3 types qui cadrent précisément à votre étude. Tel que si vous êtes en dehors de ce type d'études-là, vous avez probablement raté votre travail de recherche. Et c'est pour ça que c'est important de bien formuler les objectifs et de pouvoir aussi définir donc quel est le type d'étude qui convient à la question de recherche que j'ai posée. Dans la section méthodologie, on va également définir le lieu de l'étude. Et ici, l'erreur à ne pas commettre, c'est de mettre simplement l'étude va être faite à tel endroit. Non, il faut donner, comme j'ai dit d'entrée de jeu, suffisamment de détails en se disant que celui qui va lire votre projet de recherche probablement n'est jamais allé à l'endroit. Si quelqu'un me dit, par exemple, qu'il fait une étude au CHU de Montpellier, ben, je ne suis jamais allé à Montpellier, donc je ne sais pas à quoi ce CHU ressemble. Peut-être que c'est une case de santé, ou peut-être que c'est un hôpital qui couvre tout un quartier, ou peut-être que c'est plutôt un hôpital essentiellement pédiatrique, etc. C'est pour ça qu'on doit donner ici dans le lieu de l'étude plus de détails pour qu'on comprenne vraiment l'endroit où l'étude a été faite, comme si on était allé à cet endroit-là. Aussi, on a à côté la population d'études qui permet donc de préciser quelles sont les personnes qu'on va inclure. Et on peut distinguer ici les concepts de population source, population cible, etc., dans lesquels je ne vais pas rentrer ici. La méthodologie va nous préciser aussi les critères de sélection, critères d'inclusion, critères d'exclusion. Qu'est-ce qu'il faut remplir comme critères? On va trouver également les méthodes d'échantillonnage. Comment est-ce que mon échantillon va être sélectionné? Comment est-ce que je vais calculer la taille minimale de l'échantillon? Oui, le calcul de la taille de l'échantillon. Je sais que ça, c'est en général un casse-tête pour la plupart des étudiants et pourtant quelque chose de suffisamment simple et facile à réaliser, ce calcul de la taille de l'échantillon. Donc, on doit retrouver dans la partie méthodologie aussi. Les autres éléments qu'on va retrouver là, c'est la procédure et la méthode de collecte des données. Procédure, c'est comment je vais aller concrètement. Est-ce que je commence par recevoir les patients ou je commence par fouiller les dossiers, ainsi de suite. Et les méthodes, c'est quels sont les outils que je vais utiliser. Est-ce que je vais faire une analyse de sang? Est-ce que je vais faire un questionnaire, une mesure du poids, etc. Et c'est ça qu'on va retrouver dans la partie procédure ou alors méthode de collecte des données. On doit trouver aussi les données qui seront collectées de manière détaillée ou du moins les grandes lignes pour la partie méthodologie ici. Ça veut dire, est-ce que vous allez prendre les données socio-démographiques, les données cliniques, ainsi de suite. On doit avoir ces détails ici. Et il faut qu'il y ait une section sur la méthode d'analyse que vous allez utiliser, notamment la méthode d'analyse statistique que vous allez appliquer, les tests statistiques qui seront utilisés, les indicateurs de description que vous allez utiliser, les seuils de significativité, etc., dont vous aurez besoin pour l'analyse de vos données. Et c'est pour ça que je disais dès le début, lorsque vous avez pris la peine de ficeler et de définir tous ces éléments de la méthodologie, vous-même vous sentez en vous qu'il y a une certaine assurance. Vous sentez que l'étude que je suis en train de faire là, c'est faisable. Il y a vraiment du contenu et je peux me lancer dans cet élément. Et vous l'aurez compris, comme je l'ai déjà dit pour les points précédents d'ailleurs, chaque point que vous avez ici représente en fait un des cours que nous faisons, qu'il y a sur notre plateforme ou sur notre page YouTube, où j'espère qu'on reviendra dessus dans d'autres sessions plus tard. Mais pour parler simplement des types d'études, ben, il faut prendre le temps de bien comprendre. Quand on dit étude de cohorte, qu'est-ce que ça veut dire? Étude transversale, ça veut dire quoi? Quand est-ce que je fais un cas témoin et pas une cohorte? Ainsi de suite. Là, on a une session dessus. Une autre session peut-être sur la population d'études. Comment est-ce qu'on définit ces critères? Comment on définit la population, etc. Une autre session sur l'échantillonnage, pour ne prendre que ce point-là. Quelles sont les différentes méthodes d'échantillonnage? Échantillonnage probabiliste, non probabiliste, aléatoire, consécutif et échantillonnage de convenance, ainsi de suite. Et le calcul à tel échantillon avec des formules qui sont adaptées à chaque type d'étude qu'on a et de pouvoir donc appliquer ces différentes formules-là. Donc, et les questions de statistiques aussi. Voilà, on a également d'autres modules sur l'initiation à la statistique, l'analyse des données avec les différents logiciels, etc. Juste pour dire que ce sont tous ces éléments-là qui vous permettent de ficeler un protocole de recherche qui soit cohérent et qui peut atteindre les objectifs que nous avons vus au début de cette session. L'autre élément qui vient après la section méthodologie, ce sont les considérations éthiques.
Pour certaines écoles ou pour certaines facultés, ceci rentre dans la partie méthodologie, donc comme un sous-point. Mais pour d'autres écoles, et ça, je crois que c'est beaucoup mieux comme ça, c'est une partie qui est complètement détachée. Parce que les questions d'éthique sont des éléments très, très, très fondamentaux lorsqu'on parle de recherche dans le domaine de la santé. Et les considérations éthiques, qu'est-ce qui rentre là-dedans? Ce n'est pas juste de venir dire, comme je vois souvent, la recherche a été faite suivant les principes de la déclaration d'Helsinki, pardon. Et parfois même la personne qui écrit d'abord a raté l'orthographe d'Helsinki, donc ne comprend même pas de quoi il s'agit, n'a jamais lu cette déclaration, pense parfois que Helsinki c'est le nom d'un auteur, alors que c'est plutôt une ville dans laquelle cette déclaration a été faite. Donc, pour dire que souvent, c'est complètement banalisé, on met vraiment du n'importe quoi à l'intérieur, alors que c'est un élément qui est capital. Considération éthique. Ce qu'on doit retrouver à l'intérieur, c'est est-ce que vous avez ou comment est-ce que vous allez procéder pour obtenir une clairance éthique? Et ce qui sous-entend qu'il faut justifier quelle est la valeur de votre étude, la valeur scientifique et la valeur sociale de votre travail de recherche. Et ça, je le démontre bien dans le livre que j'ai publié sur le guide d'initiation à la recherche, pour que vous compreniez l'importance, où le premier chapitre parle uniquement des questions d'éthique. Et justement, là, c'est de revenir sur tous les principes de la déclaration d'Helsinki et des autres déclarations, des autres documents fondateurs qui cadrent l'éthique de la recherche en santé humaine. Donc, il faut justifier dans la section considération éthique en quoi votre étude est scientifiquement valide, en quoi est-ce que votre étude est socialement utile et en quoi est-ce que les autres principes de l'éthique de la recherche en santé humaine ou impliquant les êtres humains, en quoi est-ce que les autres principes sont respectés. L'élément qui doit également ressortir dans la section considération éthique, c'est comment est-ce que vous allez obtenir le consentement éclairé des participants à votre étude, ou alors l'assentiment, s'il y a des enfants qui sont inclus. Comment est-ce que vous allez gérer les éléments de la vie privée? Comment est-ce que les questions de confidentialité seront réglées dans votre étude? Parce que justement, dans quasiment tous les études, vous avez des informations privées que vous devez traiter, que vous collectez. Et il faut pouvoir donc expliquer dans les considérations éthiques comment vous allez vous y prendre pour éviter que la vie publique des gens se retrouve vulgarisée. Et un élément qu'on doit aussi trouver, c'est quel est le préjudice que vous apportez aux participants à votre étude et quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour corriger ce préjudice-là. Et quand je dis préjudice, la plupart des étudiants ont tendance à me dire, non, mais docteur, qu'est-ce que je fais de mal aux gens? Je fais seulement ma thèse. Ou alors, je pose seulement les questions aux personnes. Mais je peux vous garantir que les questions seulement, entre guillemets, que vous posez peuvent causer énormément de tort. Première chose, vous prenez du temps aux gens. Donc, vous bouffez 30 minutes, 1 heure à quelqu'un dans sa vie, alors qu'il ne vous a pas demandé de le faire. Deuxième chose, les informations que vous collectez, si elles sont rendues publiques, même si ce n'est pas de votre faute, ça peut causer un tort sérieux aux personnes. Je prends juste un exemple pour ne citer que celui-là, la question du VIH, dont le statut des personnes est en général quelque chose de secret qui rentre dans le cadre du secret médical et que vous pouvez avoir l'occasion de collecter pendant votre travail de recherche. Si donc, malheureusement, vous n'arrivez pas à garder cela confidentiel, vous aurez créé un préjudice énorme à la personne qui a participé à votre étude. Et c'est pour ça que dans la section considération éthique, il n'est pas juste question de dire je vais respecter la déclaration d'Helsinki, mais vous devez démontrer ou expliquer quels sont les moyens, les mesures que vous prenez pour éviter que les principes éthiques ne soient bafoués dans votre projet de recherche. Et il y a cette déclaration que j'aime bien qui dit « L'excellence de la recherche devrait englober non seulement les idées et les résultats de la recherche, mais aussi la manière dont la recherche est effectuée. » Et par manière, ici, on entend la mise en œuvre, les considérations éthiques. Donc, pour dire que la valeur de votre étude, quand on dira que cette étude est intéressante, ce n'est pas seulement parce que la question est intéressante, parce que vous avez eu 10 000 participants, comme j'entends souvent des personnes dire non, mais on va regarder aussi comment est-ce que ça a été fait,
comment est-ce que les principes éthiques ont été respectés dans votre travail. Et là aussi, nous avons une session où le livre auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, qui vous renseigne justement sur l'ensemble de ces principes éthiques, comment est-ce qu'on les applique dans le cadre de la recherche. Et avant-dernier point que nous allons voir pour le protocole de recherche, c'est les références bibliographiques. Et là encore, c'est un gros casse-tête pour la plupart des personnes. C'est quasiment la bête noire de certaines personnes, mais pourtant quelque chose d'assez simple et d'assez facile si vous arrivez à appliquer cela. Donc, c'est une section qui contient la liste de toutes les sources que vous avez utilisées, ou la liste de toutes les références ou toutes les sources bibliographiques auxquelles vous avez fait allusion, que vous avez consulté ou vous avez pris des informations pour mettre dans votre travail de recherche. Et ces sources sont en général citées en respectant une norme précise. Donc, ce n'est pas juste de faire une liste voilà, banale selon ce que vous pensez, non. Mais il y a vraiment des normes qui sont respectées. Et encore une fois, ces normes peuvent varier d'une faculté à une autre. La plus couramment utilisée, c'est ce qui est appelé la norme de Vancouver. Là aussi, c'est une ville dans laquelle une équipe de médecins ou de personnes, de chercheurs, se sont rassemblés pour dire, OK, si on veut citer un document, voici comment on le fait. Si c'est un article, voici ce qu'on précise. Si c'est une thèse, voici comment on précise, etc. Et là, vous avez sur notre page YouTube également toute une vidéo qui explique la norme de Vancouver, les références bibliographiques, comment est-ce qu'on les insère. On ne peut pas entrer dans tous ces détails maintenant parce que c'est suffisamment long aussi. Ils ont des choses qu'il faut bien comprendre pour pouvoir les appliquer. Et normalement, ces références bibliographiques, il est préférable, je dirais même il est recommandé, je dirais même plus loin, il est obligatoire d'utiliser un logiciel pour les insérer parce que sinon, ça vous prendra énormément du temps alors qu'on n'a pas besoin d'en arriver là. Par exemple, comme logiciel, il y a Zotero, qui est un logiciel gratuit, qui est celui que nous recommandons, que nous utilisons au BMR. Il y a le logiciel Mendeley, qui est également gratuit, mais qui a un petit bémol, c'est que c'est très dépendant de la connexion Internet pour pouvoir être utilisé. Il y a le logiciel EndNote, qui lui est un logiciel payant, donc il faut pouvoir acheter la licence pour s'en servir. Il y a plein d'autres logiciels que je n'ai pas forcément cités ici et qui vont vous faciliter la vie lorsqu'il s'agit de citer vos références en faisant des rédactions automatiques suivant le style que vous avez choisi, en mettant les ponctuations là où il faut, en faisant une mise à jour automatique de votre liste de références quand vous ajoutez ou supprimez une des références, etc. Et ça, ce sont des éléments donc, que les logiciels vont vous permettre de faire et qui sont vraiment importants. Les références, cette section, à quoi est-ce que ça sert? Premièrement, c'est pour vérifier la véracité de l'information que vous donnez. Si je vous dis, par exemple, les accidents vasculaires cérébraux constituent la deuxième cause de handicap moteur dans le monde. J'imagine que certains vont me demander, mais docteur, qu'est-ce que vous faites dire ça? Qu'est-ce qui prouve ce que vous êtes en train de dire? Et donc, pour que les autres puissent vérifier la véracité de ce que vous avez dit, il est bon que vous puissiez donner la source de votre information. Que vous puissiez dire, ah non, ce que je vous dis là, j'ai trouvé à tel endroit. Vous pouvez aussi aller lire là-bas, vous retrouverez la même information. Et c'est pour ça que dans un protocole de recherche, on ne devrait pas ne pas retrouver des références bibliographiques. Sinon, ce que vous avez raconté, ben, ça n'a pas de sens. On ne peut pas vous croire. La deuxième raison pour laquelle on fait cette section, c'est par honnêteté scientifique. Parce que la plupart des informations que vous utilisez dans votre protocole de recherche, vous l'avez pris ailleurs. Vous n'en êtes pas l'auteur. Et il faut donc, ça c'est important, que vous puissiez donner à César ce qui appartient à César, comme on dit souvent, et dire, ben, ce que je vous dis là, voilà celui qui a le mérite d'avoir trouvé cette information et par honnêteté scientifique, je dois renseigner à ma liste de références où est-ce que j'ai trouvé cette information-là. L'autre raison, c'est de donner de la crédibilité à ce qui est dit. Parce qu'en tant qu'étudiant, pour la plupart des personnes avec qui nous travaillons, on ne peut pas vous croire normalement dans ce que vous dites. Parce que étudiant veut dire quelqu'un qui est en train d'apprendre. Et donc, il est hors de question qu'on puisse donner du crédit à quelqu'un qui est en train d'apprendre.
À moins qu'il puisse dire non, ce que je dis là ne vient pas de moi, j'ai pris à tel endroit et que la personne soit qualifiée pour le dire. À ce moment, on peut dire, ah oui, tiens, ça c'est quelque chose de crédible, on peut suivre ce que la personne est en train de dire. Et l'autre raison, donc, c'est de pouvoir coter les chercheurs et les journaux. Il y a des indices qui sont utilisés comme le facteur d'impact, ou en anglais impact factor, qui est basé essentiellement sur le nombre de citations qu'on a faites. Bon, là, c'est vrai que c'est dans le cadre des articles, mais il faut déjà commencer à comprendre déjà de choses. Donc, qui est basé sur le nombre de citations qui est fait pour pouvoir classer les journaux en journal de haut niveau, de niveau moyen, de niveau faible, ainsi de suite, et même de pouvoir classer les chercheurs selon le nombre de citations qu'on a fait d'une personne. Ben, ça va permettre donc de classer les différents chercheurs qu'on peut avoir. Et voilà ce qui rentre dans la section des références bibliographiques, un autre élément important dans le protocole de recherche. Le dernier point, donc, c'est le questionnaire, un élément fondamental, un élément crucial. Et comme je l'ai mentionné là, je vais vraiment insister là-dessus, c'est quasiment la seule partie de votre travail qui n'est pas modifiable après coup. C'est-à-dire, si vous avez mal fait le questionnaire, vous ne pourrez pas 2 mois plus tard venir le modifier parce que malheureusement, vos données seront déjà collectées à partir de ce questionnaire mal fait, malheureusement. Alors que si vous rédigez mal l'introduction, par exemple, voilà, bon, c'est vrai qu'on pourra vous refuser la cohérence éthique parce qu'on ne comprend pas l'intérêt de votre étude, mais bon, si ça passe quand même et que vous faites l'étude, pendant que vous allez rédiger le document final, soit l'article, soit la thèse, vous aurez encore la possibilité de corriger et de bien rédiger l'introduction et probablement personne ne se rendra compte de ce qu'il y avait une bêtise qui était faite avant. Mais si votre questionnaire est mal fait, je peux vous garantir, ça vous cause des ennuis incroyables. C'est dans le questionnaire qu'on va décrire les données qui sont collectées pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont définis. Voilà, là encore, on revient sur les objectifs parce que c'est la base, c'est le squelette. Le questionnaire doit respecter certains principes pour garantir la validité de vos données. Et là, vous avez à droite ici une fiche synthétique que nous avons conçue au BMR qui permet de rappeler, et là, c'est ce qui est bien mentionné là, de rappeler 10 points clés pour réussir sa fiche de collecte des données ou pour réussir son questionnaire. Je ne vais pas entrer en détail sur ces différents points, mais c'est vraiment comme les 10 commandements, comme les 10 points pour lesquels, si vous ratez ces points-là, je vous garantis votre questionnaire, il aura beaucoup de problèmes quand même. Et ça, je peux le dire par expérience. Ça fait plus de 5 ans que je travaille sur l'analyse des données et j'ai souvent rencontré des études où les données ont été très mal collectées parce que justement, ces points n'ont pas été respectés. Et là-dessus, encore, vous avez une vidéo YouTube sur notre plateforme complètement gratuite qui explique chacun de ces points, comment on fait pour les respecter, comment on arrive à faire un questionnaire qui est valide et qui va permettre donc d'atteindre ses objectifs de recherche à la fin. Voilà. Le questionnaire va venir présenter les données qui vont être collectées pour pouvoir atteindre nos objectifs. L'âge, le sexe, la profession, motif de consultation, diagnostic retenu, etc. pour ne prendre que ces quelques éléments-là. Ça, on doit le retrouver dans le questionnaire. Et d'autres éléments que je n'ai pas forcément mentionnés ici, c'est la notice d'information, voilà, qui va souvent venir pour informer en fait les participants de votre étude, de l'intérêt de l'étude, de l'inconvénient à participer à votre étude, etc. On va retrouver aussi la fiche de consentement éclairé qui doit être signée par les participants et qui rentre un peu dans ce qu'on a déjà vu précédemment donc, dans les considérations éthiques. Et voilà ce qu'on s'attend à retrouver dans un protocole de recherche. Une fois que ceci est terminé, en principe, il faut passer à l'étape de la soumission et de ce que je peux appeler le feedback. Voilà. La soumission à qui? Je l'ai dit la dernière fois, parmi les points clés pour réussir sa thèse ou son mémoire, vous devez pouvoir vous appuyer sur les autres personnes qui font la même chose que vous. Ça veut dire quoi? Vos camarades avec qui vous travaillez devraient pouvoir trouver du temps pour lire et pour critiquer votre protocole de recherche. Vous posez des questions sur les choses qui ne sont pas claires.
Parce que si votre camarade ne comprend pas certaines choses, je peux vous garantir, ce ne sont pas les autres personnes en dehors qui pourront comprendre ces choses-là. Il faut pouvoir le soumettre aux aînés, du moins ceux qui ont un peu de temps et qui ont appris un peu de recherche, qui peuvent davantage vous donner des informations, vous aider à améliorer ces différents points auxquels nous avons fait allusion dans cette présentation. Également, les encadreurs, bien que parfois ils ne sont pas toujours très disponibles, mais c'est aussi le rôle des encadreurs de pouvoir évaluer votre protocole. Il faut soumettre au comité d'éthique. En général, pour commencer une collecte des données, il faut une clairance éthique. Il faut soumettre à l'institution qui va vous donner l'autorisation de recherche, donc qui va pouvoir donc relire votre protocole. La plupart des universités, il faut déposer une copie pour la bibliothèque de l'université même. Et ben, le BMR est aussi là pour ça, voilà, pour vous aider à corriger votre protocole de recherche parce que ça fait partie des activités que nous faisons. Vous pouvez nous soumettre votre protocole aussi, nous contacter via nos différents contacts qui sont présentés. Et on va se faire le plaisir donc d'apporter une critique, de revoir votre type d'étude, de revoir tous ces éléments que nous avons présentés précédemment pour que nous puissions avoir de la recherche de qualité qui est faite en Afrique, qui est faite dans notre contexte. Après la soumission, donc, il faut pouvoir reviser, il faut pouvoir appliquer les commentaires et les modifications qui vous ont suggérées, mais surtout, en les appliquant, rassurez-vous de bien comprendre ce que vous appliquez. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit, ben, ton étude, c'est une étude de cohorte, que vous changez tout de suite, vous remplacez ce que vous aviez mis par cohorte. Prenez la peine de comprendre, c'est quoi une étude de cohorte? Et même discuter avec la personne. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une étude de cohorte? Et pourquoi ce que j'ai d'abord écrit n'est pas exact. Il faut vraiment se mouiller, vraiment être ouvert à la compréhension des corrections et des commentaires et ne pas se borner, entre guillemets, à juste appliquer pour avancer, non. Mais rassurez-vous de bien comprendre ce que vous appliquez avant de pouvoir le faire. Et enfin, il faut passer à l'action. Le but du protocole de thèse, c'est de faire la thèse. Donc, il faut passer à la thèse, justement. Commencer la collecte des données telles que prévues dans le protocole, aller vraiment sur le terrain mettre en œuvre. Et ça, en général, ce sera après les autorisations qu'on a pu avoir au départ, aller collecter ces données sur le terrain et toujours se rassurer pendant que vous êtes sur le terrain de suivre les étapes, de suivre ce que vous avez défini dans le protocole. Ça peut avoir l'air banal, mais je peux vous garantir que quand vous ne suivez pas cela, non seulement à votre niveau, vous êtes un peu perdu, mais ça peut vous causer d'énormes ennuis dans la suite de votre carrière et même de votre travail de recherche que vous êtes en train de mener. Voilà donc quelques éléments que nous avons préparés, voilà, pour le contenu du protocole de recherche, les éléments qui rentrent dedans, le but de chaque élément et le contenu de chaque section. Je vais terminer donc en rappelant ce que j'ai déjà fait lors de la dernière session. C'est quoi le BMR? Comment est-ce qu'on travaille pour que vous puissiez avoir davantage d'idées et profiter de tous ces contenus que nous vous offrons pour vous faciliter la tâche dans la réalisation de votre travail de recherche. Donc, travailler avec nous, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que nous faisons? Qui est-ce que nous sommes? Premièrement, c'est vous donner l'occasion d'avoir ce livre auquel j'ai fait allusion déjà concernant les questions d'éthique, le guide pratique d'initiation à la recherche en santé, qui revient sur l'ensemble de ces connaissances, de ces compétences que vous devez avoir pour rédiger un protocole de recherche qui soit valide. Travailler avec nous, c'est aussi aller sur notre page YouTube que vous pouvez voir là, Building Medical Research in Africa. Nous avons près de 50 vidéos actuellement qui retracent, qui reviennent sur tous ces éléments, recherche documentaire, références, problèmes de recherche, ainsi de suite, pour davantage vous aider à bien capter ces différentes informations. C'est participer aussi à ces événements que nous faisons beaucoup plus en ligne maintenant, mais parfois aussi en présentiel, autour des questions de la méthodologie de la recherche, autour des questions de recherche que nous avons l'habitude de faire. C'est aussi avoir accès à notre plateforme de formation qui est intitulée formation au singulier.bmr-africa.com, sur laquelle vous allez donc avoir accès à d'autres ressources plus détaillées, plus précises, plus organisées. Par exemple, sur comment rédiger un article scientifique, on a, je crois, 14 modules là-dessus. Comment faire l'analyse des données avec le logiciel R ou le logiciel SPSS, comme vous pouvez voir à l'image là. Je crois qu'il y a une dizaine de modules sur chacune de ces formations-là. Et tout ça, ça vous permet donc
d'entrer davantage dans la méthodologie de la recherche et de pouvoir mieux avancer, mieux procéder avec vos données. Travailler avec nous, c'est également notre plateforme de suivi individualisé des étudiants où chaque apprenant a un compte qui lui est propre, qui lui est particulier, où il peut déposer son protocole. Nous allons corriger, demander l'ensemble des services que nous offrons, masque de saisie, analyse des données, etc. Et ça permet d'avoir cette proximité et ce suivi individualisé qui est propre à chacun des apprenants avec qui nous travaillons. C'est aussi profiter de l'expérience de notre équipe qui s'agrandit chaque jour avec quelques personnes que vous avez à l'image là, qui sont des moniteurs au BMR et qui contribuent avec nous à faire avancer ce travail de l'encadrement des étudiants. C'est profiter aussi des autres opportunités que nous offrons, comme des attestations de formation, le compte en ligne auquel j'ai fait allusion, les awards que nous donnons pour les meilleurs de chaque promotion, de chaque université, et aussi, et ça, c'est un point auquel on ne fait pas souvent très attention, une opportunité de carrière dans le domaine de la recherche. Parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs organisations avec qui nous travaillons, comme la Croix-Rouge, comme HKI, etc., qui souvent ont besoin des personnes avec qui ils vont travailler dans leur projet de recherche. Ils vont souvent nous consulter et ça vous donne aussi la possibilité, si nous avons la garantie que vous êtes bien formés, la possibilité donc de pouvoir faire une carrière dans ce domaine également. Et c'est sur ce point donc qu'on va terminer. Je vous remercie pour votre attention en rappelant cette citation qui nous est chère. Mener une recherche sans maîtriser la méthodologie, c'est aussi grave que poser un acte chirurgical qu'on n'a jamais appris dans un contexte où il y a des spécialistes qualifiés pour cela. C'est vraiment comme faire une ponction lombaire chez un adulte qui est dans le coma en plus, et on peut bien comprendre la délicatesse du cas, alors que vous n'avez jamais appris à faire une ponction lombaire dans un contexte où il y a des neurologues expérimentés qui sont à un jet de pied de là. Ceci pour vous encourager à davantage apprendre la recherche, avoir une bonne maîtrise de la méthodologie de la recherche et de pouvoir être des chercheurs excellents. Voilà. Merci encore et je vais m'arrêter là pour cette session. Voilà, we are on time. Et je vois qu'il y a certaines personnes qui nous ont rejoints dans chemin faisant. On va passer à la phase des questions. Si jamais il y a quelques questions, je me ferai le plaisir de répondre à ces questions avant de clôturer la session. Voilà, est-ce que parmi les participants, il y en a qui auraient des questions? Soit vous ouvrez le micro ou vous pouvez les poser dans le chat.